de gouvernement en remplaçant Abdallah Mohamed Kamil, évincé après avoir assumé la transition. L'histoire semblait alors leur offrir un destin partagé. Mais déjà, dans l'ombre de cette fraternité politique, se profilait une fracture profonde. Partie 2, l'acte fondateur, l'architecture d'un pouvoir concentré, entre mai et juin 1977. Le 22 mai 1977, avant même la proclamation officielle de l'indépendance, le nouveau président du Conseil de gouvernement, Hassan Gouleid, soumit 2 projets de loi constitutionnels cruciaux. Adoptés le 27 juin 1977, ces textes instaurèrent les fondations du futur régime. Ils prévoyaient notamment que le pouvoir exécutif serait exercé par un président de la République doté d'une autorité étendue. Ce président nommerait le Premier ministre et les autres membres du gouvernement et il pourrait mettre fin à leurs fonctions à sa seule initiative. Dans la phase de transition, il exerçait par ordonnance l'ensemble des pouvoirs nécessaires au fonctionnement de l'État. Ainsi furent créés les pleins pouvoirs présidentiels, un instrument juridique redoutable taillé sur mesure pour établir un exécutif bicéphale en apparence, mais entièrement concentré entre les mains d'un seul homme. Le 27 juin 1977, devant une nation émue, Ahmedini, en sa qualité de président de la Chambre, proclama l'indépendance et hissa le nouveau drapeau. Quelques heures plus tard, les députés, majoritairement Afar, portèrent Hassan Gouleid aptidon à la magistrature suprême par acclamation. Ce jour-là, la République naquit, mais le pouvoir, lui, se referma sur une seule main. Premier accroc, le coup politique silencieux. À peine l'indépendance proclamée, une tension profonde et irréversible se glissa entre les deux compagnons de lutte. Hassan Gouleid, fin stratège, surprit Ahmedini en refusant catégoriquement de renoncer à ses anciennes fonctions de président du gouvernement. Il cumula ainsi, dès l'origine, président de la République, chef de gouvernement, détenteur des pleins pouvoirs par ordonnance. Par ce geste, il verrouilla l'ensemble de l'exécutif. Le Premier ministre, fonction destinée naturellement à Ahmedini selon l'équilibre politique initial, se retrouva vidé de sa substance avant même d'exister. Et ouais, c'est pas un scoop. Ahmedini, quant à lui, par loyauté nationale et fidélité personnelle, refusa de contester cette prise de contrôle. Il ne négocia ni garantie institutionnelle, ni partage réel de l'autorité. Cette loyauté moralement honorable, mais politiquement désastreuse, permit au président d'établir un pouvoir sans contrepoids. Le 15 juillet 1977, Ahmedini accepta le poste de Premier ministre. Mais il n'était déjà plus qu'une figure symbolique. Sans autorité réglementaire, sans capacité de décision et sans maîtrise de son propre cabinet. Le fossé venait de s'ouvrir. Rupture de vision. De l'idéal national à l'état clanique. Après l'enthousiasme de l'indépendance, la lune de miel politique s'évanouit rapidement. Deux visions opposées se révélèrent. Ahmedini aspirait à un État pluraliste, composé d'équilibres politiques et communautaires, garantissant une représentation juste de toutes les composantes du pays. Hassan Gouleid entreprit au contraire de bâtir un pouvoir centralisé, fondé sur la fidélité clanique, la crainte et un contrôle total des institutions. Sous l'effet de ce choix, le système politique djiboutien glissa en quelques mois d'un idéal républicain fragile vers une structure néo-patrimoniale dominée par le clan présidentiel. Dès décembre 1977,
Les voix dissidentes furent surveillées, intimidées ou poussées à l'exil. Les partis politiques indépendants furent dissous, les syndicats encadrés, les médias placés sous tutelle directe du pouvoir, les postes stratégiques, ministères, directions, institutions publiques, furent attribués selon un critère unique, l'appartenance loyale au clan du président. La compétence, l'ancienneté dans la lutte, la représentativité sociale ne comptaient plus. Le service de documentation et de sécurité, SDS, véritable police politique, se déploya dans tous les secteurs de la société. Il écoutait, surveillait, classait et réprimait. La peur s'enracinait dans les foyers. Un voisin, un collègue, un parent pouvaient être informateurs. La République, si jeune, se mua en état silencieux, figé sous le poids d'une domination clanique implacable. Ahmedini, marginalisé, isolé, incapable de faire prévaloir la moindre décision devant l'ombre d'un Premier ministre. Son influence s'amenuisa à mesure que la machine présidentielle consolidait son pouvoir absolu. Le 17 septembre 1977, face à l'impossibilité d'exercer la moindre responsabilité réelle, Ahmedini démissionna. Cette démission scella la fin du tandem historique et inaugura une ère politique qui allait durablement marquer l'histoire de Djibouti. Conclusion, la naissance d'un État et d'un système. Ce bref moment de l'histoire, c'est-à-dire de 1976 à 1977, fut le véritable acte fondateur de la Djibouti moderne. L'indépendance fut un succès incontestable, mais l'architecture institutionnelle, elle, fut façonnée dans une logique clanique, centralisée et autoritaire. Les décisions prises dans ces quelques mois ont jeté les bases d'un pouvoir présidentiel absolu, d'un système de loyauté clanique, d'un État confondu avec la personne du chef, d'une opposition muselée, d'une société politiquement paralysée par la peur. Ainsi s'achèvèrent les illusions de partage équitable du pouvoir. Ainsi commencèrent les fondements claniques d'un État pourtant né sous les couleurs de l'unité. Partie 5, de la démission d'Ahmedini à la consolidation du pouvoir présidentiel, entre 1977 et 1992. La lente dérive du pouvoir et la marginalisation d'un peuple, la démission du Premier ministre Ahmedini en décembre 1977 fut le premier tournant politique majeur de la jeune République. Ce départ ne fut pas un simple acte administratif. Il marquait la rupture entre deux hommes qui avaient pourtant mené ensemble le combat pour l'indépendance. Ahmedini, lucide mais tardivement, réalisa qu'il avait été la victime d'un jeu d'influence savamment orchestré par la présidence. Il avait cru à une alliance d'États fondée sur la confiance et la complémentarité. Il découvrit, hélas trop tard, une manœuvre visant à neutraliser toute force politique concurrente. La crise gouvernementale de janvier 1978, Hassan Gouled accepte la démission de son Premier ministre. Mais la crise politique s'enlise. Durant plusieurs semaines, l'État reste paralysé. La démission de Dini provoque un séisme au sein du gouvernement. Quatre ministres, tous issus de la communauté Afar, démissionnent à leur tour par solidarité. 2 hommes seulement choisissent de rester, suscitant incompréhension et amertume. Abdallah Mohamed Kamil et Ali Ismail Youssouf. Leur silence est perçu comme une trahison politique et morale envers la figure emblématique de l'indépendance. Le 5 février 1978, Hassan Gouled nomma Abdallah Mohamed Kamil Premier ministre,
cumulant les portefeuilles des affaires étrangères et de la défense. Son rêve de pouvoir ne durera pas. À peine 6 mois plus tard, il est brutalement écarté, remplacé par Barkat Gourad Hamadou, ancien sénateur fidèle parmi les fidèles du président. L'ère Barkat Gourad, la longévité au service du silence. Lors de son investiture, Barkat Gourad prononce une phrase restée célèbre. Maintenant que j'ai accédé au poste de Premier ministre, je ne me laisserai pas déloger de sitôt. Cette déclaration mi-prophétique, mi-cynique s'avéra exacte. Il demeura à son poste 23 ans jusqu'en mai 2001. Un record qui résume à lui seul la nature du pouvoir à Djibouti. La stabilité au prix du verrouillage. Le tandem Hassan Goulet-Barkhad Gourad s'impose rapidement comme le pilier du nouveau régime. Le premier détient le pouvoir absolu, le second, loyal et docile, administre le pays sans jamais remettre en cause les orientations du chef de l'État. La naissance du parti unique, le RPP. Le 4 mars 1979, à Diril, Hassan Goulet annonce la création du Rassemblement populaire pour le progrès. Parti unique désormais seul habilité à exercer l'activité politique. Sous couvert d'unité nationale, cette mesure met fin à tout pluralisme. Les réunions publiques sont interdites. Aucune candidature à un poste électif n'est possible sans l'investiture du RPP. Les syndicats sont muselés, la presse écrite réduite au silence, les opposants surveillés ou contraints à l'exil. C'est dans ce contexte que la centralisation du pouvoir devient totale, transformant la République en un système présidentiel sans contrepoids ni contrôle. Gaba makalina lakatan texti. Assalamu alaikum. Alors, moi, je vais prendre la suite du texte. La démocratie devient une façade, un décor institutionnel destiné à légitimer un régime fondé sur la domination clanique. Un régime sans partage. Pendant 16 ans, de 1977 à 1992, Djibouti vit sous un régime à parti unique, où le pouvoir exécutif concentre toutes les décisions. Les forces de sécurité sont instrumentalisées pour maintenir l'ordre. Les libertés publiques sont étouffées. La communauté afar, pourtant cofondatrice de la République, est marginalisée dans les institutions, les postes de responsabilité et l'accès aux ressources. Ce déséquilibre profond nourrit une frustration croissante. L'indépendance, au lieu d'être une promesse d'égalité, se transforme pour beaucoup en humiliation collective. Les Issa, unis derrière le clan Mamassan, consolident leur emprise sur l'appareil d'État. Les Afars, réduits au silence, se replient dans la dignité, observant, impuissants, la dérive autoritaire d'un pouvoir qu'ils avaient contribué à libérer.
C'est dans cette tension contenue que s'ouvre, à la fin des années 80, une nouvelle phase de l'histoire politique, celle de la résistance armée et du retour d'Ahmed Dini, symbole de la dignité bafouée. Mais avant que la guerre n'éclate en novembre 91, un dernier événement vient couronner l'édifice autoritaire. Le 5 septembre 1992, en pleine guerre civile, Hassan Goulet fait adopter la première constitution de Djibouti, censée ouvrir le pays au multipartisme. Mais en réalité, cette constitution taillée sur mesure consacre juridiquement la suprématie du pouvoir présidentiel et prépare la réélection de 93. La guerre, la constitution et l'illusion démocratique. Le feu sous les cendres de l'indépendance à la fin des années 80, le silence imposé par le parti unique n'était plus celui de la paix, mais celui d'une colère contenue. Pendant 16 ans, les Afars avaient observé dignement, mais impuissants, la confiscation du pouvoir par le clan présidentiel. L'injustice, l'exclusion et les discriminations cumulées finirent par devenir insupportables. En novembre 91, la guerre éclate dans le nord du pays. Ce conflit, longtemps contenu, était l'expression violente d'une frustration politique et sociale accumulée depuis l'indépendance. Les combattants, les combattants du Front pour la restauration de l'unité et de la démocratie, autrement dit le FRUD, prirent les armes, non par le goût de la guerre, mais pour réclamer ce que l'État refusait obstinément, la justice, la représentation et l'égalité. Le pays s'enfonça alors dans une période d'incertitude et de tension extrême. Le gouvernement, au lieu de chercher une solution politique, répondit par le blocus et la répression. Les régions Afar, déjà marginalisées, furent isolées, privées de communication, d'approvisionnement et des libertés de mouvement. Les villages furent surveillés, les populations déplacées, les routes contrôlées par l'armée. Cette guerre interne, que le pouvoir présentait comme une simple rébellion locale, révéla au grand jour la fracture ethnopolitique sur laquelle reposait la République depuis 1977. La Constitution de 1990. Un texte sous les bombes, au lieu d'apaiser la situation, le pouvoir choisit une voie paradoxale, organiser un référendum constitutionnel en pleine guerre. Le 4 septembre 1992, alors que les combats faisaient encore rage dans le nord, le président Hassan Goulet soumit au peuple djiboutien un projet de constitution censé marquer l'ouverture démocratique du pays. Mais cette ouverture n'était qu'un habillage juridique du même système. Car cette constitution, rédigée dans la précipitation et dans un contexte d'état d'urgence, contenait plusieurs verrous essentiels. Le président conservait la quasi-totalité du pouvoir exécutif. Le Parlement, docile et largement inféodé au RPP, ne disposait d'aucun contrepoids réel. Les partis politiques, bien que autorisés, ne pouvaient exister qu'avec l'aval du pouvoir. Et la justice soumise à l'exécutif ne pouvait garantir ni équité ni indépendance. Le référendum, organisé dans un climat de peur, fut présenté comme un triomphe. Mais comment parler de vote libre quand une partie entière du pays, la région Afar, vivait sous blocus militaire? Les urnes scellèrent non pas un pacte national, mais une illusion démocratique. Le 5 septembre 1992, la Constitution fut officiellement adoptée. Elle entérinait le passage du régime de parti unique à un système multipartite. Mais un multipartisme verrouillé où le pouvoir présidentiel restait l'arbitre, le juge et le bénéficiaire. 1993, l'élection verrouillée. Quelques mois plus tard, la machine électorale fut mise en marche pour l'élection présidentielle de 1993. Le pays, encore marqué par la guerre et le blocus, n'était pas en état de participer à un processus démocratique. Pourtant, Hassan Goulet décida de maintenir le scrutin, convaincu que la nouvelle constitution légitimerait sa réélection. L'opposition, affaiblie,
divisés et sous surveillance, n'avaient ni le temps ni les moyens de s'organiser. Le FRUD, principal mouvement de contestation, était toujours sur le terrain militaire. Les Afars, fatigués et meurtris, ne purent faire entendre leur voix. Sans surprise, Hassan Goulet fut réélu président de la République. Le scrutin, célébré comme une victoire démocratique, n'était en réalité qu'un prolongement institutionnel d'un pouvoir déjà absolu. Derrière les discours d'une unité nationale, le régime consolidait son architecture clanique. Les mêmes hommes demeuraient en place, les mêmes mécanismes de contrôle continuaient d'étouffer la société civile. Les mêmes promesses de réconciliation servaient de paravent à une politique de marginalisation. L'illusion constitutionnelle. La Constitution de 1992 devait incarner le renouveau. Elle devint le masque du pouvoir. Sous prétexte de pluralisme, elle consacra l'hégémonie du RPP et du clan Mamasan sur l'ensemble des institutions. Sous couvert d'élections, elle perpétua la confiscation de la souveraineté populaire. Et sous le mot démocratie, elle dissimula une réalité, celle d'un État construit sur l'exclusion d'une partie de son peuple. Ce que le pays venait de vivre entre 1977 et 1993, c'était la transformation progressive d'une espérance en désillusion, d'une indépendance en domination, d'un rêve national en propriété privée du pouvoir. L'irruption de la rébellion à Fort du Frud et la transition politique déguisée à Djibouti. L'histoire politique contemporaine de Djibouti est marquée par une apparente transition vers la démocratie, mais cette façade démocratique masque en réalité la continuité d'un régime clanique solidement enraciné. Pour comprendre pleinement cette dynamique, il est nécessaire de replacer les événements dans leur contexte international et local. En juin 1990, lors de la conférence des chefs d'État d'Afrique et de la France à Bâle, le président français François Mitterrand lança un appel retentissant en faveur des réformes démocratiques dans les États africains. Cette initiative suscita des réactions contrastées. Certains chefs d'État, comme le général togolais Gnassingbé Eyadema, exprimèrent ouvertement leur réticence, rappelant que l'ouverture démocratique ne pouvait se faire au détriment de la stabilité de leur pouvoir. Ce n'est pas parce que le vent emporte la maison de mon voisin que je vais détruire la mienne. Hassan Goulet, président de Djibouti, adopta une posture similaire, ironique et méfiante. Djibouti, c'est 500 000 habitants et 65 députés. Alors le multipartisme, il faut se méfier des modes. La liberté de penser est respectée dans notre pays dans le cadre du parti unique. Cette déclaration souligne la détermination du régime à maintenir un contrôle absolu, rejetant toute ouverture démocratique véritable. Pourtant, la donne politique change brutalement avec le déclenchement de la rébellion à Far du Frud en novembre 1991. La rébellion s'empare de vastes portions du territoire national, couvrant près des 2 tiers du pays dans le nord et le sud-ouest, et met en évidence l'incapacité de l'État à contrôler pleinement son territoire. Confronté à cette crise majeure, Hassan Goulet se voit contraint, sous pression militaire et politique, d'accepter ce qu'il avait longtemps rejeté, une ouverture politique, mais une ouverture soigneusement calibrée pour rester sous son contrôle. En janvier 1992, une commission est discrètement mise en place pour élaborer un projet constitutionnel. Composée de 14 membres, presque tous partisans du régime clanique, elle est présidée par Abdulkader Ouaberi Asrar, président de l'Assemblée nationale. L'opposition politique, ostracisée et réduite au silence, est totalement exclue de ce processus. Dans ce contexte de guerre civile et d'occupation partielle du territoire par le FRUD, la constitution élaborée ne pouvait prétendre représenter la nation dans sa totalité. Le texte constitutionnel final, soutenu par des experts constitutionnalistes français, est présenté au référendum du 5 septembre 1992. Loin de répondre aux exigences de paix, de stabilité et du pouvoir de Hassan Goulet,
En violation des réformes de 1981 qui limitaient à 2 le nombre de mandats présidentiels, le texte fut conçu pour permettre au président sortant de se maintenir au pouvoir. La Constitution, tout en adoptant l'apparence d'un cadre démocratique, ne change en rien la structure du pouvoir. L'Assemblée nationale demeure une chambre d'enregistrement où le rôle des députés est réduit à l'approbation automatique des décisions du président. Le Conseil constitutionnel et la Cour suprême, censés garantir l'état de droit, se voient instrumentalisés pour légitimer les décisions du pouvoir exécutif. Les institutions de la présidence et du gouvernement deviennent des instruments de contrôle, assurant la continuité du régime clanique sous une forme maquillée. Le référendum lui-même fut largement boycotté par la communauté afar, majoritaire dans les régions sous contrôle du FRUD et par les Afars résidant dans la capitale. Cette absence de participation révèle le caractère non représentatif de ce processus constitutionnel et l'inexistence d'un véritable dialogue national. Depuis l'indépendance, les Afars n'ont jamais eu l'opportunité de délibérer librement sur les lois qui régissent leur vie, ni sur l'avenir socio-économique du pays. En réalité, cette constitution n'a jamais visé à instaurer un cadre de paix ou à créer les conditions d'une démocratie réelle. Elle a servi uniquement à légitimer la continuité du système clanique, à masquer la réalité d'un parti unique sous un vernis démocratique et à assurer que Hassan Goulet puisse se faire réélire en mai 1993 pour un mandat de 6 ans. La manœuvre politique fut soigneusement orchestrée, ni transition réelle, ni conférence nationale, seulement une illusion de démocratie pour préserver le statu quo. Ainsi, malgré les institutions mises en place, Assemblée nationale, Cour suprême, Conseil constitutionnel, gouvernement et présidence ne changent rien. Rien ne change réellement à Djibouti. Le régime clanique d'un parti unique se perpétue, simplement déguisé sous les habits d'une démocratie formelle. Cette continuité illustre que derrière la façade institutionnelle, le pays demeure prisonnier des mêmes logiques de pouvoir qu'au temps du parti unique, sans rupture réelle avec le passé. Le règne sans fin du clan Mamasan, depuis 26 ans, un pouvoir familial, brutal et verrouillé écrase notre pays. Aujourd'hui, l'inamovible président IOG s'apprête à solliciter un 6e mandat. Ce n'est pas un nouveau départ, c'est la prolongation d'un système fondé sur la malgouvernance, la répression, la corruption et le mensonge institutionnalisé. IOG ne vise qu'une chose, confisquer le pouvoir encore 5 ans, violant sans scrupule une constitution qu'il manipule à sa convenance. Installé au sommet de l'État depuis 1999 par son oncle Hassan Goulet, à la manière d'un héritier princier, il n'était déjà sous l'ancien régime que l'homme fort du système, chef de cabinet, responsable de la sécurité nationale et pour beaucoup, le tortionnaire en chef. Son surnom, le barbu, disait tout. Un homme qui traquait, terrorisait et brisait ceux qui osaient seulement penser autrement. Méprisant, prétentieux et profondément tribaliste, il a patiemment dressé les clans les uns contre les autres. Le pays est devenu son reflet. Manipulation incessante, mensonge d'État, arbitraire quotidien, absence totale de liberté. Face à cet entêtement farouche, ce refus obstiné de tout changement politique, ce piétinement des accords signés, dont celui du FRUD en 2001, cette volonté de conserver le pouvoir à n'importe quel prix, que devons-nous faire? Allons-nous le laisser humilier les vrais opposants en leur substituant des inconnus serviles sans aucune légitimité politique? Allons-nous le laisser conduire le pays à la ruine? Allons-nous le laisser continuer à écraser un peuple déjà meurtri? Non, il est temps de braver cette dictature. 5 ans de plus seraient 5 ans de trop. Le pays est ravagé par un clan familial qui confond l'État avec son patrimoine personnel. Nous devons soutenir toutes les familles bafouées, spoliées ou persécutées par ces pouvoirs sans âme.
Plus personne ne doit nourrir l'illusion que les institutions façonnées par IOG puissent un jour garantir la justice. Il faut dénoncer haut et fort les manipulations constitutionnelles et les mascarades électorales. Pour sortir de l'impasse, une seule voie. Tourner définitivement la page de la dictature tribale et instaurer une véritable alternance politique fondée sur la démocratie, l'équité et le pluralisme réel. Nous devons ouvrir ensemble un dialogue transparent sur l'avenir du pays. Un nouveau pacte national doit être négocié, reposant sur une répartition juste et équilibrée du pouvoir entre toutes les composantes de la nation. Chaque communauté doit redevenir pleinement propriétaire de cette patrie trop longtemps confisquée. Il est temps de refermer la parenthèse noire de la tyrannie, comme le disait le professeur Fabien Eboussi Boulaga, déconstruire et reconstruire tout à la fois. Déconstruire l'ordre despotique d'IOG, reconstruire un État juste, démocratique et fraternel. Mais pour que naisse cette alternance, il faut d'abord croire aux mêmes valeurs, dépasser les affinités personnelles et choisir la nation avant tout. Car il en va réellement de la survie du pays. Et rappelons-nous ce proverbe bamiléké, il ne faut pas laisser la tête au pouls. Merci. Thank you so much, Nasro e Harun. Now, before we go to the term 2 of this day, which is state, power, human rights, and protected conflicts, I will give the chance to Ms. Leah Berhanu, head of diaspora desk at the Ethiopian Embassy in Brussels. Welcome. Thank you. Good afternoon, everyone. Like I've been introduced, I am Leah. I'm from the Ethiopian Embassy in Brussels. I am a desk officer at the Diaspora Department. On behalf of the embassy, I would like to thank the organizer for the invitations. The embassy is closely working with the Afar community in the Benelux countries. We have our collaboration ranges from celebrating different occasions together, in which on those occasions the Afar youth has presented their beautiful cultural performances with us, and so we encourage the Afar youth to involve and closely work in institutional capacity building in the region, and we also promote them to partake in the developmental aspects of the regions, particularly in investments. And we also encourage the youth to partake in experience and knowledge sharing with their peers back in Ethiopia. So thank you so much again for this invitation. I wish you a fruitful conference. Thank you so much. So next person speaking will be, next speaker is Dainaba Abate, legal advisor, lecturer, and human rights activist, direct from Japan, Tokyo.
Thank you, Zainab, for being with us. And I hope you will have, you will solve the problem with the technical problem. يكون بدكم فيها volume ها يكون به لكن تقوم من أداكو كيان تقوم volume فيها تقوم كان كون به كون به دينا كون به ne peut être atteinte sans reconnaissance effective et la mise en œuvre des droits humains et des droits des peuples autochtones. Donc le cas phare l'illustre avec une clarté particulière. Donc il ne s'agit pas uniquement d'un argument moral, mais aussi d'un raisonnement stratégique fondé sur la prévention des conflits, l'efficacité de la gouvernance et la stabilité régionale. Alors, pour comprendre les défis de paix et de gouvernance dans les zones peuplées par les Afars, il est indispensable donc de commencer par une compréhension contextualisée de ce peuple. Les Afars constituent un peuple autochtone transfrontalier dont le territoire historique s'étend aujourd'hui sur l'Éthiopie, Djibouti et l'Érythrée. Donc leur présence est antérieure à la formation des États modernes et à l'établissement des frontières internationales. Cette distinction est essentielle. L'identité afar s'est construite dans la continuité territoriale et sociale, tandis que les frontières étatiques ont introduit des discontinuités politiques et administratives.
Donc le décalage entre l'espace vécu et l'espace gouverné se situe donc au cœur des nombreuses tensions contemporaines. Le mode de vie afar, vous le savez probablement en majorité, est pastoral, fondé sur la mobilité saisonnière, la gestion collective des relations sociales, la gestion des ressources et la prévention des conflits. Donc ces systèmes reposent sur des formes de leadership coutumier, des conseils d'anciens et des mécanismes de médiation traitant les différents liés à l'eau, au pâturage, aux corridors de transhumance. Il est crucial de souligner que ces systèmes ne sont pas informels, donc au sens fonctionnel. Ils sont opérationnels, légitimes et souvent accessibles, plus accessibles, je veux dire, que les institutions étatiques dans les zones donc périphériques. Donc leur informalité est juridique et non pratique. D'ailleurs, cette réalité s'inscrit pleinement dans les débats reconnus au sein des Nations Unies et de l'Union africaine sur la gouvernance hybride. Lorsque ces institutions sont exclues ou délégitimées, des vides de gouvernance apparaissent, souvent liés par la violence ou des réponses excessivement sécuritaires. Donc, les territoires afars occupent donc une position hautement stratégique dans la Corne de l'Afrique, à l'intersection de ports, de corridors commerciaux, de routes énergétiques et de frontières sensibles. Donc, ces régions ne sont pas périphériques, elles sont centrales. Pourtant, elles sont trop souvent gouvernées comme des marges. L'exclusion des populations afares dans des zones stratégiques fragilise les corridors commerciaux, alimente les tensions transfrontalières et complique la coopération régionale. Donc, la marginalisation locale produit ainsi une instabilité régionale. Ce qui se passe dans les territoires afares ne s'y limite pas. Les défis actuels, alors je vais passer à l'autre slide. Les défis actuels trouvent leurs racines donc dans l'histoire euh, et dans des dynamiques structurelles profondes. Les frontières coloniales ont fragmenté un espace social et économique cohérent sans tenir compte de la mobilité pastorale ni des systèmes de gouvernance autochtones. Donc, à l'indépendance, les modèles de gouvernance centralisés ont renforcé cette marginalisation, intégrant les espaces pastoraux principalement à travers un prisme sécuritaire. Les politiques de sédentarisation ont par ailleurs fragilisé les moyens de subsistance pastoraux en ignorant donc les réalités écologiques. Ces dynamiques illustrent ce que les sciences sociales qualifient de path dependency, c'est-à-dire des choix institutionnels du passé qui continuent de produire de l'exclusion longtemps après que leurs justifications initiales ont disparu. Une telle exclusion ne peut être donc corrigée par des réponses ponctuelles ou exclusivement sécuritaires. Le développement sans inclusion manifeste également la marginalisation. Euh, on retrouve dans les régions à phare des projets d'infrastructures qui peuvent être considérés comme majeurs, donc d'énergie, d'extraction, de corridors de transport, de zones industrielles, de projets portuaires, des initiatives géothermiques. Pourtant, la consultation des communautés reste souvent limitée ou purement procédurale et les impacts sur les moyens de subsistance insuffisamment pris en compte. Donc, lorsque le développement est imposé plutôt qu'inclusif, il devient un facteur d'instabilité. Dans ce contexte, donc, il est essentiel de rappeler le principe de consentement libre, préalable et éclairé, non comme un obstacle pour le développement, mais une condition de légitimité, de durabilité et de paix. Ces dynamiques structurelles se traduisent concrètement par des défis persistants en matière de droits humains,
dans de nombreuses zones Afar, des inégalités significatives persistent dans l'accès aux services de base, notamment la santé, l'éducation, l'eau, les infrastructures. Donc ces disparités ne sont pas uniquement géographiques, elles reflètent des choix politiques de priorisation. Les populations sont également affectées par des déplacements liés aux conflits, aux projets de développement, à la militarisation de certains territoires. Ces disparités donc, ne sont pas donc, pardon. Donc, une présence sécuritaire accrue lorsqu'elle n'est pas accompagnée de mécanismes de dialogue et de redevabilité peut renforcer les perceptions de marginalisation. Donc, cette situation est aggravée par une sous-représentation politique tant au niveau local que national qui limite la capacité des communautés afar à influencer les décisions les concernant directement. Donc, les droits des peuples autochtones sont solidement ancrés dans le droit. Au niveau international, la Déclaration des Nations Unies sur le droit des peuples autochtones donc, consacre le droit à la terre, à la participation et au consentement. À l'échelle régionale, la Charte africaine et la jurisprudence de la Commission africaine reconnaissent les droits relatifs et la tenure foncière coutumière. Donc, ici, le défi n'est donc pas normatif, mais opérationnel. Donc, réduire l'écart entre le droit et la pratique relève de la gouvernance et de la volonté politique. Les dynamiques de conflit. Alors, les dynamiques de conflit sont observées dans les zones peuplées par les Afars, ne peuvent pas être comprises ni traitées comme des phénomènes isolés ou strictement locaux. Elles s'inscrivent dans des tensions intercommunautaires complexes, souvent liées à l'accès aux ressources, aux terres, à l'eau et aux corridors de transhumance ou de mobilité, euh, et dans un contexte de pression environnementale croissante. Donc ces tensions résultent de la pression sur les ressources, de la fragmentation de la gouvernance et de l'affaiblissement des mécanismes coutumiers de régulation. Les frontières étatiques ne correspondent pas aux réalités sociales, permettant aux conflits et aux déplacements de se propager au-delà des frontières. Donc les réponses exclusivement militarisées ont démontré leurs limites, hein. La sécurité sans gouvernance inclusive demeure fragile. L'instabilité dans les zones Afar affecte directement la sécurité de la mer Rouge, les corridors commerciaux et les routes énergétiques. Donc une insécurité persistante érode la légitimité de l'État, engendre des effets en cascade à l'échelle régionale. Les défaillances locales de gouvernance se transforment ainsi en risque géopolitique. À ce stade, il est essentiel donc d'évaluer le coût réel de l'inaction. Ce coût se manifeste d'abord par des crises humanitaires chroniques, caractérisées par des déplacements répétés, une insécurité alimentaire persistante et une dépendance croissante à l'aide d'urgence. Ces crises mobilisent des ressources considérables sans s'attaquer aux causes profondes. L'inaction se traduit également par des externalités sécuritaires, notamment la circulation de la violence, l'affaiblissement du contrôle territorial et l'augmentation des risques transfrontaliers. Ces externalités rendent la gestion de la sécurité plus complexe et plus coûteuse. Enfin, l'inaction engendre des opportunités de développement manquées. Le territoire afar dispose d'un potentiel économique réel, logistique, énergétique et pastoral largement sous-exploité en raison de l'instabilité et de l'exclusion. La poursuite d'une gestion réactive des crises perpétue un cycle coûteux. Donc les approches fondées sur le droit ne sont pas idéalistes, elles sont rationnelles et stratégiques. Une question se pose alors. Pourquoi une approche fondée sur les droits humains
et les droits des peuples autochtones constituent-elles une voie crédible et efficace pour la consolidation de la paix? Premièrement, ces approches sont préventives, génératrices de légitimité et durables. Deuxièmement, elles renforcent la confiance et la légitimité institutionnelle. La paix ne peut être imposée par la force seule. Les droits agissent comme des outils de gouvernance structurant un contrat social et permettant donc aux institutions de gérer les conflits de manière pacifique. Enfin, les approches fondées sur le droit produisent donc des résultats durables en matière de paix. Elles favorisent donc les institutions inclusives, euh, capables de gérer les différends sans recourir à la violence. Les droits donc, ne peuvent pas être compris comme des revendications abstraites, mais comme des instruments stratégiques de gouvernance au service de la stabilité, de la résilience et de la cohésion sociale. Un point mérite d'être clarifié, pardon, avec précision. L'inclusion des peuples autochtones ne fragilise pas l'État. Au contraire, elle peut le renforcer. Donc, l'expérience comparative montre que les modèles de gouvernance hybride, combinant donc les institutions étatiques et les systèmes de gouvernance autochtones, améliorent l'efficacité de l'action publique, en particulier les zones périphériques. Donc, ces modèles permettent à l'État d'être présent où les capacités administratives sont limitées, tout en s'appuyant sur des structures sociales, socialement légitimes. Donc, la gouvernance hybride, la cogestion des ressources, l'inclusion politique renforce donc l'efficacité et la résilience sans porter atteinte à la souveraineté. Donc, un État qui reconnaît sa diversité gouverne plus efficacement qu'un État qui la nie. On est d'accord. Donc l'objectif n'est pas de multiplier les revendications, mais d'identifier des leviers clairs, réalistes et politiquement opérationnels, capables de transformer les droits en résultats concrets. Premièrement, la reconnaissance juridique des droits fonciers et de mobilité des communautés afar doit être considérée comme une priorité de consolidation de la paix. Pour les sociétés pastorales, la mobilité n'est pas une concession culturelle, mais le fondement de la survie économique, de la cohésion sociale et de la préservation et de la prévention, pardon, des conflits. Deuxièmement, la participation des représentants AFAR au processus de paix et de gouvernance doivent être substantielle et continue. L'inclusion symbolique est insuffisante. Donc, les voix à phare doivent être présentes dès les premières étapes de conception, de négociation et de mise en œuvre de politiques au niveau local, national et régional. Troisièmement, la nature transfrontalière des territoires afar exige des mécanismes de gouvernance dépassant les frontières étatiques. Donc, des cadres de coopération souples, pragmatiques sont indispensables. Ces recommandations sont réalistes et opérationnelles. Elles s'inscrivent pleinement dans des engagements juridiques existants. Ce qui manque, ce ne sont pas les normes, mais le courage politique et la cohérence institutionnelle. Les acteurs internationaux et régionaux ont une responsabilité, non pas de se substituer aux communautés afar, mais de créer des conditions permettant l'exercice de leur capacité d'agir. La coordination entre l'Union africaine, l'IGAD et les Nations unies doit dépasser les déclarations et se traduire par une action cohérente sur le terrain. Surtout, les initiatives portées par les affaires eux-mêmes doivent être soutenues et reconnues. Donc, l'expérience montre encore une fois que les efforts de paix sont les plus efficaces lorsqu'ils s'appuient sur les institutions locales et la légitimité communautaire. Pour conclure, permettez-moi d'adresser
un message tant aux acteurs politiques et à la société civile, la phare, qu'aux partenaires humanitaires et institutionnels. La paix durable dans la Corne de l'Afrique ne peut être envisagée sans l'inclusion réelle des populations historiquement marginalisées, au premier rang desquels figurent les peuples autochtones, Afar. L'expérience montre de manière constante que l'exclusion affaiblit les États, tandis que l'inclusion renforce leur légitimité et leur capacité à gouverner efficacement. Dans cette perspective, les droits autochtones ne doivent pas être considérés comme des revendications périphériques, mais comme des atouts stratégiques de gouvernance. Ils contribuent directement à la prévention des conflits, à la gestion durable des ressources naturelles et à la restauration de la confiance entre l'État et ses citoyens. Les communautés Afar ne sont ni des acteurs passifs, ni des simples bénéficiaires. Elles disposent de systèmes de savoir, d'institutions et de mécanismes éprouvés de régulation. Lorsqu'elles sont reconnues et pleinement associées, elles deviennent des partenaires à part entière de paix, de la stabilité et du développement régional. Le véritable défi n'est donc pas de choisir entre sécurité, développement et droit, mais de reconnaître que ces dimensions sont intrinsèquement liées et mutuellement renforçantes. Je souhaiterais conclure par un message simple mais essentiel. La paix sans justice est temporaire. La paix enracinée dans la dignité est durable. Il ne s'agit pas d'une aspiration normative abstraite, mais d'un choix stratégique fondé sur l'analyse, l'expérience et les cadres normatifs que nos institutions ont elles-mêmes adoptés. Je vous remercie sincèrement de votre attention et espère que ces réflexions contribueront utilement au débat, aux recherches, aux décisions politiques à venir. Donc, je reste à votre disposition pour poursuivre ce dialogue. Je vous remercie. No worries. Donc, moi, je travaille au Parlement africain, à l'Assemblée paritaire ACP Union européenne.
Donc, je vais vous faire un petit tableau. Quelles sont les bases de relations entre l'Union européenne et le Djibouti? Deuxièmement, le rôle du Parlement européen. Et en troisième lieu, je voudrais quand même insister sur la question femmes que je ne vois pas ici dans le programme. Selon le site officiel, la relation de l'Union européenne avec le Djibouti, c'est dans le cadre de l'Assemblée, de l'accord de partenariat entre les pays africains, caribéens et pacifiques. Dans ce cadre-là, l'Union européenne prévoit de 82 millions d'euros entre 2021 et 2027. Cette coopération entre Djibouti et l'Union européenne, elle est basée aussi sur le respect des questions des droits de l'homme, le principe démocratique qui inclut la liberté d'expression, la liberté de presse, la liberté de l'association, les élections libres, transparentes et démocratiques. Et bien sûr aussi, c'est axé sur les questions de développement, notamment accès à l'eau potable, l'égalité des genres. Donc, toutes ces questions sont adressées dans cet accord. Ça va? Et entre autres, il y a aussi pour l'égalité entre hommes et femmes, c'est la mutilation sexuelle des femmes. Donc, ça implique la protection des droits fondamentaux de toute la population et notamment aussi pour les femmes. Donc, à mon avis, dans ce cadre-là, comme une assemblée ou l'association, les partis politiques ou la société civile, ça c'est aussi un levier que vous pouvez suivre comment ça a été traduit sur le terrain, quels sont ces montants, à quels projets sont employés. Donc, c'est aussi un levier pour faire connaître à la population européenne en disant que voilà, dans l'accord, il y a ça, les principes sont là. Nous, sur le terrain, nous observons que ces moyens, soit ils sont bien employés, s'ils ne sont pas employés, ça c'est aussi un sujet de campagne pour pouvoir sensibiliser que ce soit l'Union européenne, que ce soit aussi l'Assemblée paritaire ACP Union européenne et le Parlement européen. À ce niveau-là, le rôle du Parlement européen, c'est de suivre notamment cette politique de relation entre le Djibouti et l'Union européenne. Et dans ce cadre-là, le Parlement européen a plusieurs façons d'agir en quelque sorte. Il y a ce qu'on appelle une prise de position par rapport à la situation des questions des droits de l'homme, quand il y a des violations des droits de l'homme, soit quand il y a des arrestations arbitraires ou les élections qui ne sont pas menées de manière démocratique. Donc, dans ce sens-là, le Parlement européen a pris position à plusieurs reprises depuis des années en condamnant l'absence de la démocratie, l'arrestation arbitraire de prisonniers politiques, les viols des femmes. Donc, ça, c'est des années, une action que le Parlement a menée, mais l'absence de la démocratie, l'arrestation arbitraire de prisonniers politiques, les viols des femmes. Donc, ça, c'est des années, une action que le Parlement a menée, mais l'absence de la démocratie, l'arrestation arbitraire de prisonniers politiques, les viols des femmes. Ça, c'est les années en pouvoir améliorer ces mais l'absence de la démocratie, l'arrestation arbitraire des actions qu'on a c'est à dire les années en pouvoir améliorer mais l'absence de la démocratie, l'arrestation arbitraire des actions qu'on a c'est à dire les années en pouvoir améliorer mais l'absence de la démocratie, l'arrestation arbitraire des actions c'est à dire la France en
Par rapport à ça, je voudrais bien insister sur la question de femmes. Là, il faisant partie de l'utilisation de ces outils en tant que société civile ou en tant que chercheur ou en tant qu'académique, je pense que la question de la femme doit être aussi au centre des préoccupations et au centre de toute solution possible. Parce que les viols des femmes, surtout des petites filles, c'est devenu un fléau régional, que ça soit en Éthiopie, que ça soit une solution à Djibouti, des femmes, donc la femme, pour citer les Calédoniens, que ça soit une viol, c'est pas un acte sexuel, comme il a dit, un viol, c'est une arme de guerre qui s'est destinée à détruire, à déshumaniser la femme. Une fois qu'on détruit la femme, dans une possible qu'elle parte déshumanise l'arme de guerre de la société. La femme, c'est l'équilibre de la société, c'est mauvais dans une possible. Si on détruit la moitié de la société, c'est la femme, c'est mauvais. Ça n'a pas, si on détruit l'attention imméritée, parce que tout passe par la femme, poursuivre par cette facilité, ça n'a pas, sans cette justice, on ne peut pas rétablir une femme qui est saine, qui peut continuer, parce que l'impact des violations ça impacte sur le réseau social, la femme, ça impacte l'impact économique, ça impacte la confiance, ça impacte le réseau social entre le gouvernement, ça impacte le gouvernement qui est l'impact, ça impacte des personnes, il a entre, donc face à ça, ça impacte pour que l'impact, ça impacte il a donc face à ça impacte fonctions qui doivent être opérationnelles sur les règles de droit et de responsabilité donc ça il faut changer sur ça qui est patriarcal qui reflète pas il faut chaque femme sur ça part cette culture pour mettre au cœur de votre action pour mener en faveur des droits de l'homme, y compris les droits fondamentaux des femmes. Donc, c'est dans ce sens-là que je voudrais attirer votre attention. Et d'ailleurs, les Nations Unies, ils ont adopté une résolution il y a longtemps qu'ils considèrent le viol contre les femmes, c'est un crime de guerre, c'est un crime contre l'humanité, équivalent de génocide, parce qu'on détruit la femme en tant que telle. Donc, c'est par ça que je vais conclure. À mon avis, le respect des droits de l'homme, c'est pas abstrait. Donc, il faut le traduire vraiment, qu'est-ce que ça implique pour pouvoir mobiliser la société en général, que ça soit l'accès à l'eau potable, ça appelle à tout le monde, c'est concret, c'est pas seulement les partis politiques et les élections. L'accès au logement, c'est aussi concret. Traduire en justice les violeurs, c'est concret. Donc, c'est en mobilisant la population globale qu'on peut se renforcer mutuellement et puis on peut à terme fonder une société qui répond à l'aspiration de chaque population, que ce soit femme, homme. En plus, je vais insister aussi, lutter pour les droits de la femme, ce n'est pas une affaire de femmes. Ça regarde toute personne, que ce soit les hommes, dans toute entièreté, ça doit être la préoccupation de tout le monde, ce n'est pas une affaire de femmes. Donc, c'est dans ce sens-là, si on veut lutter de manière solidaire, régionale,
il faut qu'on travaille aussi sur les questions femmes. Je vous remercie. Yeah, okay. If there is any questions or you want to make interventions, you are welcome. So, Mr. Kadami want to say something, I think. You are welcome. Haka. Mike. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Là, je voudrais rendre un hommage, même si c'est un peu tardif, en 1998, en 1999, alors que le garçon qui parlait tout à l'heure, qui était dans le ventre de sa mère, Sigreda a fait voter 3 résolutions pour dénoncer nos arrestations et nos emprisonnements. Et je crois qu'elle a vraiment contribué à notre libération à l'époque. Et à l'époque, d'ailleurs, moi et elle, on ne se connaissait pas. Je connaissais son compagnon Negede. Et donc, c'est un hommage que je voudrais rendre parce qu'elle a vraiment joué un grand rôle à l'époque pour nous libérer de cette prison en peste, où aujourd'hui encore, il y a des prisonniers, des nomades qu'on arrête, même une femme qui s'appelle Hawa Anfare, qui est arrêtée en 24. Il y a que la réflexion sugimi. Alfi ke sagala bol ke sagala taban ke bahara. Alfi ke sagala bol ke sagala taban ke sagala ha hasbi sugnu adi. Segera da kili European المحترم تحسبته ويسايس سدي حدا سديها ريزوليوشن تي ينكل أنه حسب تيمر حوانا فردينتا كين تبانا هين دوكو كلانا فردينتا أرحكو تو ساكو كذا دور دقيقته أساكو تكل اسمين كتاب بني ده نفسه أكيد عادي كتن سيادة تأكل تنهني دماغ نحاجة دماغ سكت سيادة تكين نمي سني كده فرصة ميرسي قد يسأل محمد كدامي ويسا بسوق انه هو زينب أباتي ودي هون نلوكتني السرورتني كي إن كادو زينبا الديابتمكي أكل كادو سجريدات ديابتميتي يبي سجلين فرمارين كاتيكي الحبة. أوكي يتمحل سلام يا يبان فرمارين يتمحل تسرورتني يتمحل تاي ويسفو حفنا قدنه هو كليل جنبك عم بالغ سونين أمريكا تكنيك مشكلة إنه يتحلتها هاي أو محمد أحمد ياسين تراعيه ويسوي بريك كوفي بريك بينه وهو قمد الأدورينه. We'll have a coffee break now and we will continue then after. Thank you. سعادانينو سعادانينو لا توكو من كتي توكو من مليني عاو توكو من مليني عاو نعادكم أبناء هذا يبينا لي نعادكم أبناء هذا يبينا نعاد ابنتي كنا باقون لي نعاد ابنتي باقون لي نعاد Sangerai tome me wangari niad sangerai tome me wangi niad adan jinai hilale ke mali niad jinai hilale ke mali enem mai sinois taada dino enem mai sinois taada dino niad gen ada ba'a are niad gen ada
قال لي سالك صار سكت ليني عام قال لي سالك سكت ليني عام جاني وتجير كورال مانغونو فادا دو